Et voilà. L'entrée en activité des grands projets structurants va générer de nombreux emplois. Mais c'est surtout sur la relance de notre croissance que je compte pour stimuler l'emploi. La lutte contre la corruption, le président Biya, il tape seul. Et certains commencent à dire, oui, c'est une chasse aux sorcières. Si chaque ministre tapait sur les voleurs de son ministère, au premier ministère, le SGP tape de son côté, les sociétés d'État, les directeurs généraux tapent sur tous les voleurs qui sont autour, je peux vous dire que le Cameroun va se relever très vite. Je vais devoir encore appuyer le pied sur l'accélérateur. Donc ils doivent s'attendre à des sacrifices terribles parce qu'il faut qu'on y arrive. Moi, je vous interdis de vouloir me coller. Je suis comme le ministre de la Communication. Que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu bénisse l'Afrique. Bonne et heureuse année 2013. Vive le Cameroun. Adresse au Cameroun et au monde. Le président Paul Biya a pris la parole par 2 fois cette semaine pour sacrifier au rituel des vœux, d'abord à la nation, puis aux membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de remercier vivement votre doyen pour les vœux aimables qu'il m'a adressés en votre nom et pour ses encouragements auxquels je suis sensible. À mon tour, je vous serai obligé de transmettre ce que je forme à l'endroit des hautes autorités que vous représentez. À vous-même, à vos familles et à vos proches, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé et de succès. Retour par l'analyse sur des prestations qui, pour ritualiser qu'elles soient, n'en sont pas moins porteuses de renseignements et d'enseignements. Dimanche midi fait un gros plan sur le secteur de l'économie et sur celui de l'énergie. Sur le grill et en exclusivité dans Dimanche midi, Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, déjà en notre compagnie. Monsieur le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct ce dimanche. C'est inhabituel, monsieur le ministre. Et je vous remercie grandement de m'avoir accordé cette opportunité. Mais cela fait un certain temps qu'on espérait vous avoir sur les antennes de Dimanche midi. Et même en général de la CRTV en grand format d'entretien parce qu'on vous a entendu de temps à autre. Oui, c'est vrai que vous m'avez entendu de temps à autre, donc vous m'avez de temps en temps eu aussi, mais chaque chose en son temps. Nous sommes là aujourd'hui. Alors, monsieur le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, dans quelle position vous écoutez un message comme celui que le chef de l'État a adressé à la nation le 31 décembre dernier? Je dois avouer que je l'ai suivi avec la plus grande attention qui soit, me disant que je vais écouter l'évaluation que le président de la République fait de notre première année de grande réalisation, parce que gardons bien à l'esprit que nous avons élu le président de la République sous le thème mobilisateur de grandes réalisations. Dès lors qu'il a été élu sous ce thème mobilisateur, il devient le nôtre. Donc, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Et vous l'avez suivi à la maison? Je l'ai suivi à la maison, entouré de ma petite famille. Et j'ai pris des notes. Après, j'ai suivi les commentaires que vous avez organisés après ce discours. Un discours aux propos mobilisateurs, fort encourageant, qui a su entretenir l'espoir et qui a évalué le chemin fait, ce qui reste à faire. Nous allons véritablement nous remettre
dans la peau des hommes et des femmes d'action pour rencontrer les attentes que du reste le chef de l'État a exprimées dans ce discours. Alors, monsieur le ministre, permettez-moi d'évacuer une petite taquinerie qu'on entend parfois dans votre dos. Nos auditeurs ne s'en souviennent peut-être pas, mais vous avez été sous-préfet, puis préfet et même secrétaire général de province à l'époque. On a tendance à considérer que vous n'êtes pas tout à fait sorti de cette peau. Cela peut peut-être se comprendre, parce que j'ai exercé les fonctions préfectorales pendant une bonne quinzaine d'années. Des fonctions de commandement, il faut le rappeler. Des fonctions de commandement pendant une bonne quinzaine d'années, et comprenez que c'était à un moment parfois difficile. Mais la fonction de préfet a construit en moi la rigueur, le sens du devoir, la quête du résultat, parce que le préfet, il décide, se fixe des objectifs et immédiatement il veut les atteindre. Et les objectifs du préfet ne se réduisent pas au maintien de l'ordre, comme parfois on tend à le faire passer. Le maintien de l'ordre, oui, mais le maintien d'un ordre dans le sens de créer un environnement nécessaire à l'épanouissement des populations. Alors, on ne va pas se donner un ton de nostalgie, monsieur le ministre Emmanuel Nganou-Djoumissi. Nous allons reparler presque plus intimement de vos dossiers en tant que ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ce sera dans 30 minutes et vous restez en notre compagnie. Nous vous laissons repartir dans l'antichambre de dimanche midi. Nous vous retrouvons dans 30 minutes et je vous promets, ce sera chaud. Je vous remercie. Si c'est chaud, je vais essayer d'atténuer la chaleur pour que, au bout du compte, nous puissions, dans la sérénité, mieux renseigner sur ce que nous faisons. Ah, il faudra négocier avec Alain Bédibi. C'est lui qui mènera cette tranche-là. Et je vous remercie. Je vais l'écouter. On va discuter. Autre centre d'intérêt, l'énergie, présentée par le chef de l'État comme la condition sine qua non du développement économique. Mais comment procéder concrètement en attendant l'aboutissement des grands chantiers en cours? Robert Mouté-Ambassa est l'un des principaux superviseurs de la centrale à gaz de Kribi. Il est l'invité de la dernière heure, mais se trouve d'ores et déjà dans ce studio. Bonjour monsieur. Bonjour François Martin. C'est toujours un plaisir renouvelé que de venir informer les Camerounais, m'informer moi aussi et en même temps contribuer à ma manière à l'avancement des choses dans ce pays. Nous vous retrouverons dès 13h20. Mais d'un mot, comment avez-vous perçu et accueilli les vœux du président Paul Biya à la nation camerounaise? Disons que j'ai trouvé le président très offensif parce que pour ceux qui le suivent depuis et qui le connaissent dans ses discours, dans sa manière de fonctionner, c'est quelqu'un qui est très pondéré, très mesuré dans ce qu'il fait. Là, je l'ai trouvé assez offensif, que ce soit le discours du 31 décembre, que ce soit le discours face aux diplomates quelques jours après. Ça montre quand même une espèce d'exaspération par rapport à certaines situations qui perdurent. Et je pense que les responsables en charge de certains secteurs d'activité comme l'énergie doivent vraiment mouiller le maillot parce que jusqu'à présent, si on a toujours les mêmes problèmes depuis une bonne dizaine d'années, plus de 10 ans d'ailleurs, ça veut dire que quelque part il y a un manque de programmation, un manque de proactivité, un manque d'anticipation que d'ailleurs je pense dans le discours du président, il a parlé d'incompétence. Dimanche midi présenté par François Modo. La vie a repris son cours normal. La parenthèse des fêtes de fin d'année s'est refermée dans une discrétion qui contraste singulièrement avec les fastes de la période écoulée. C'est l'heure des bilans, mais ils ne sont pas nombreux à pouvoir les brandir. Signe des temps, Alain Bédibi. Tout se passe comme prévu. Les tambours et les trompettes ont résonné pour saluer l'avènement de l'année 2013. Et sans surprise, le réveil est brutal après le bruit et la fureur des jours de décembre. Mais on est habitué. Le boutiquier malien saura se montrer généreux en crédits à court terme. Peut-être même que le banquier, après s'être longuement fait tirer l'oreille, fermera un œil sur ses grandes théories économiques et fera le geste qui sauve. Le découvert sera accordé, moyennant 2 ou 3 coupes sombres, et il permettra d'éviter les fourches codines de l'usurière qui, d'ores et déjà, sourit à la pensée que les factures d'eau et d'électricité hantent le sommeil de ses proies.
Tout cela est sans doute un peu tumultueux et chaotique, mais comme le dit le voisin subitement philosophe, c'est la vie. Inutile donc de retourner le couteau dans la plaie. Ayant ainsi ravalé, en hommes et femmes d'expérience, les repentirs inscrits au calendrier des joies et peines de l'année, le regard se pose, un rien envieux, sur ceux qui sortent de la période des grandes démonstrations sans y laisser des plumes. Ceux qui, bien au contraire, ont le sourire pour narguer toutes les cigales qui chantaient pendant ces jours trépidants et qui ont du mal à danser à présent que la morosité effectue son grand retour. Les vénards se gardent bien sûr de pavoiser ouvertement, mais ils se félicitent, en comité restreint, d'avoir trouvé le bon filon et de s'être investis dans les marchés qui marchent en fin d'année. Alors afin que nul n'en ignore et que chacun prenne date pour les prochaines fêtes dans 12 mois, éventons le secret sur les différentes stratégies grâce auxquelles une période festive peut être transformée en Eldorado pour les chasseurs de primes. Classiquement, et c'est la première ficelle, on sait quel parti on peut tirer de la tradition des vœux. Il suffit pour cela de les adresser aux bonnes personnes, celles qui savent se montrer reconnaissantes qu'on leur veuille tant de bien et qui l'expriment par une enveloppe discrète. Ce sont les vœux ciblés ou encore intéressés. Les inventeurs de ce business vont donc d'un mécène à l'autre, ignorant superbement les insolvables qui n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes s'ils ne coulent pas sous le poids des vœux. Plus rentable encore est la vogue des soldes. Tous les commerçants vous le diront, il n'y a rien de tel pour remplir les caisses que ces annonces de braderie qui font courir les fêtards. Mais le résultat des courses réserve souvent une petite surprise. En faisant les comptes après les achats, quelques clients scrupuleux ont pu s'apercevoir que les prix pratiqués avaient effectivement un air de fête, mais sûrement pas celle qui fait bondir de joie. Est-ce pour cette raison que des accents moralisateurs occupent de plus en plus d'espace au cours des festivités? Les campagnes d'évangélisation se multiplient en tout cas, au point de faire partie intégrante du paysage. Pour renforcer leur position, elles ont reçu cette année un sérieux coup de main avec l'annonce très médiatisée de la fin du monde. La formule a si bien marché que ses promoteurs pensent à la rééditer dans 12 mois. Alors, on vous l'annonce en exclusivité, la prochaine fin du monde aura lieu le 21 décembre 2013. Bonne année, bonne année, Bambaboua. Bonne année, bonne année, bonne année, Bambaboua. Dimanche midi. Dimanche midi. Dimanche midi. La première constatation encourageante est que l'investissement repart. Après une longue période due à la crise pendant laquelle les investisseurs nationaux ou étrangers ont hésité à s'engager, ils sont maintenant de plus en plus nombreux à manifester leur intérêt pour différents secteurs de notre économie, énergie, mines, agriculture, infrastructures, entre autres. Ceci est évidemment un signe de la confiance qu'ils nous font pour ensemble mener à bien certains de nos grands projets. Discours tonique et optimiste, a-t-on déjà entendu dire. Le président Paul Biya s'est adressé à ses compatriotes le 31 décembre sur un ton résolument optimiste. Les raisons, il est vrai, ne manquent pas. Les investisseurs sont également prêts à nous accompagner dans la réalisation de nos grands travaux d'infrastructure. Le port de Kribi en est un bon exemple. Le projet d'autoroute
Yaoundé-Douala, dont le premier tronçon devrait bientôt être lancé, en est un autre. Le deuxième pont sur le Vori et les accès est et ouest de Douala, dont les travaux vont suivre, permettront de fluidifier le trafic à travers notre métropole économique. Notre réseau routier sera ou complété ou réhabilité, de cette sorte que toutes nos capitales régionales seront prochainement reliées entre elles par des axes bitumés. Une partie de ces travaux est déjà en cours. On voit l'avantage que cela représentera pour les mouvements des personnes et des biens à l'intérieur de notre pays et avec les pays voisins. Pascal Msanganyamding, bonjour. Bonjour et tous mes voeux, François-Marc Majom. Merci pour les vœux. Je vous reçois en tant que politologue, en tant que spécialiste également de la communication politique. Le président de la République a parlé et selon quasiment tous les observateurs que nous avons entendus à ce sujet, il a épousé un ton très inhabituel. Oui, inhabituel d'abord parce que il faut d'abord situer ce discours dans son contexte. Le contexte national est assez délétère avec les détournements de fonds, la lutte contre la corruption, l'assainissement de la fortune publique. Et du point de vue international, vous avez vu que nous sommes pratiquement partout dans le monde en crise. Et le président, au regard de son programme politique, suivez mon regard, je vais ici parler du 3e congrès ordinaire, il a tracé le cap et il n'a pas montré cette fois-ci qu'il avait seulement la maîtrise de son projet et surtout de son intention politique qui est détournée par certains de ses collaborateurs, mais il a apporté une fois de plus la preuve que maintenant il faut qu'il tienne lui-même le navire. Et alors vous diriez que c'est un président en colère qui a parlé? Non, c'est un chef qui a parlé. Le discours du président Paul Biya a été essentiellement offensif parce que il a lui-même pris les choses en main. Et ce discours était ici structuré en 4 temps bien forts que vous pouvez constater. D'abord, il y a eu une mise au point des engagements présidentiels, des initiatives présidentielles. Ce premier point peut être considéré comme un premier bilan de l'année, puisque le président a évoqué effectivement l'Ompangar, où il est lui-même allé poser la première pierre. Dans les traditions républicaines, généralement, les chefs d'État ne posent pas les premières pierres. Ils inaugurent des monuments. Mais le président est resté constant parce qu'il a rappelé qu'il était bien avant à Menveleu, il a évoqué, et il a tracé le cap, il a parlé du barrage de Mekine. Ce qui veut dire tout simplement sur ce premier point que le président tient désormais lui-même la barque parce qu'il sait que ça ne va pas. Le deuxième temps fort de ce discours, ce sont les options présidentielles par rapport au cap tracé vers l'émergence. Et le troisième point fort de ce discours, le président a montré qu'il avait une bonne connaissance des réalités politiques internes. Et là, il a donné des bons et des mauvais points. Sur les bons points, il a apprécié le rapport de la CONAC et il a rappelé qu'il ne se découragerait pas et que les sanctions vont tomber parce que vous savez que la CONAC a non seulement dénoncé des anciens pontes du régime qui ont fait la rapine sur la fortune publique, mais aussi certains qui sont encore en fonction. Donc cette connaissance des faits a amené le président de la République à rappeler aux uns et aux autres que les sanctions vont suivre. On peut donc être rassuré. Ensuite, le deuxième point de ce troisième versant est que le président de la République a rappelé les blocages, l'incompétence et tout ce qui mine encore ce pays. Et là aussi, on a vu un président souvent réservé prendre lui-même les choses en main parce que comme vous le savez en sciences politiques, les facteurs influencent les acteurs. Le premier acteur de ce pays, c'est bien le président de la République qui est une personnalité extrême, c'est-à-dire au sommet de l'État, qui est responsable de ce qui se passe. Et puis enfin, le quatrième point, à mon avis, modeste d'analyse, est incontestablement les annonces, la gratuité de la carte nationale d'identité, les élections sénatoriales qui vont se tenir, et puis la mise en œuvre des institutions de la Constitution du 18 janvier 1996. Et vous verrez que sur ce quatrième point, il a également fait un clin d'œil à nos compatriotes victimes d'inondations, ce qui n'est pas toujours
une tradition lorsqu'on sait que le président de la République est un homme réservé et il prend le temps pour réagir. Tout cela veut dire que le président est conscient d'un environnement délétère qui mine actuellement notre société. Alors, lorsque vous parlez d'environnement délétère, de rappel à l'ordre, ça veut dire quoi? Qu'il faut regarder autour du président ou qu'il faut regarder dans le sens simplement du regard du président? Il faut regarder au-delà du regard du président, il faut regarder autour du peuple camerounais qui a aujourd'hui fait confiance au président de la République. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous analysez ces 4 points, le président apporte la preuve que il attend voir le panier de la ménagère rempli. Il attend voir le prix du poisson baisser. Il attend voir la relance. Et surtout, il apporte indirectement une réponse à ceux qui disent que c'est un discours de trop. Parce que en réalité, il y a des Camerounais qui ne croient plus au discours présidentiel. C'est le 30e discours, il faut le dire. Et là, le président apporte la preuve qu'il est à l'écoute des Camerounais. Et tant que la situation sociale des Camerounais ne change pas au quotidien, il ne cessera de faire ce qu'on appelle aussi en sciences administratives des discours espoirs. C'est lui l'octor, le guide. On ne peut pas ici nier qu'un temps soit peu, le président soit en marge de ce que attend un peuple qu'il a élu et un peuple sur qui désormais il peut compter. Surtout qu'on sait que sur le plan politique, il y a eu des trahisons. Quand on sait que sur le plan administratif, la bureaucratie gouvernante apolitique s'est accaparée non seulement d'une partie de la fortune publique, mais elle fait preuve d'incompétence. Le président de la République. Donc voilà un discours très offensif qui nous apporte tout simplement la preuve que du point de vue national et international, l'opinion peut être rassurée parce que le président est plus que jamais décidé à prendre les choses en main. Maintenant, évidemment, on peut se poser une question. Avec quels hommes? Quand nous savons que il y a eu le projet banane-plantain, le projet maïs et un certain nombre de projets structurants susceptibles de booster notre agriculture. N'oubliez pas que les discours de 2009, 2010, 2011 mettaient un accent particulier sur l'agriculture. Il est donc important de reconnaître que certains détournent le projet présidentiel. Il a apporté la preuve. C'est pourquoi il est devenu offensif. Mais aussi, on a des collaborateurs sur le plan politique et administratif qui confisquent l'intention présidentielle. Et là, le cap est tracé. Nous pensons qu'il y aura un tsunami dans les prochains jours. Et nous le souhaitons d'ailleurs parce que le peuple maintenant, avec ce 30e discours, voudrait voir pour croire. Merci infiniment Pascal Messanga-Niamding d'être venu à Dimanche Midi pour nous livrer cette lecture globale sur le discours du président Paul Biya. C'est moi qui vous remercie et une fois de plus, à vous et à vos collaborateurs, je vous souhaite tous mes vœux pour la nouvelle année 2013. Le sous-sol camerounais est également porteur de belles promesses. Le secteur minier devrait s'animer dans les prochains mois. La mise en valeur du gisement de cobalt et autres minerais associés de Lomé devrait démarrer dès que le financement sera bouclé. Le projet fer d'Mbalap est entré dans sa phase terminale avec la récente signature de la convention entre l'État et Cam Iron. L'exploitation de la bauxite, des mines Martap et de Ngaoundal fait l'objet d'une négociation qui se poursuit normalement. Le projet Diamant de Mobilon est en phase d'exploitation. Il devra tenir compte des règles du processus de Kimberley auquel nous avons adhéré et qui assure la traçabilité du diamant du Cameroun. De la même façon, l'exploitation de l'or devra faire l'objet d'une sérieuse remise en ordre. L'or vert n'est bien sûr pas en reste. Le président Paul Biya y voit même un potentiel gisement d'emploi. L'agriculture est l'atout maître pour assurer définitivement notre développement. C'est pourquoi nous devons à tout prix mener notre révolution agricole à bon terme. Il nous faudra pour cela moderniser nos méthodes, mieux former nos agriculteurs, tirer parti du progrès scientifique, trouver des financements innovants. En d'autres termes,
passer à l'agriculture de seconde génération. Nous pourrons ainsi non seulement consolider notre autosuffisance alimentaire, mais aussi transformer nos matières premières agricoles, exporter nos produits, réduire nos importations de certaines denrées et enfin créer des dizaines de milliers d'emplois. Nous retrouvons Roger Betala pour un regard panoramique sur les performances attendues de l'économie camerounaise. Le discours du chef de l'État relève les enjeux économiques de 2013 pour le Cameroun. Les premières phrases de ce discours du 31 décembre 2012 sont édifiantes à ce sujet. Ce message, dit le président Paul Biya, me donne l'occasion de faire avec vous le point de nos efforts et de savoir où nous en sommes et surtout où nous allons. L'investissement repart, constate Paul Biya, il faut le consolider. C'est l'un des défis majeurs de 2013. Si des investisseurs manifestent leur intérêt pour différents secteurs de l'économie nationale, énergie, mines, agriculture, infrastructure, on peut cependant constater que ce secteur, sur le plan institutionnel, manque de visibilité. Le code des investissements reste attendu, ce qui décourage quelques opérateurs économiques étrangers. Le nombre de projets annoncés et non réalisés en étant l'illustration. À ce flou réglementaire s'ajoute le manque de structures de soutien de l'investissement, surtout privé national. Ensuite, il y a surtout le défi de ce que le président Paul Biya appelle dans ce discours du 31 décembre 2012 la révolution agricole. Annoncé au comice agro-pastoral de Bolova, le chemin semble encore très long entre la modernisation des méthodes, la formation des agriculteurs, la recherche des financements innovants. Que faire et comment le réaliser? Le sujet est complexe. Il sera encore au menu des défis de l'économie nationale en 2013. On peut y associer les grands travaux d'infrastructure qu'il faut mener à terme, le projet d'autoroute Yaoundé-Douala, le deuxième pont sur le Vroui, etc., etc. Et le chômage qui reste très élevé. Combien sont-ils les jeunes Camerounais, diplômés ou non, sans emploi? Mais l'avenir est devant l'économie nationale. Et c'est le plus important parce que cette économie s'organise avantageusement pour la conquête des marchés. L'évolution du taux de croissance de son PIB 5,1 à 6,1 attendu en 2013 en est une des preuves. Dimanche midi, sur le grill. Sa seule présence sur cette antenne aurait tout lieu d'être considérée comme un événement dans nos grands formats d'entretien. Mais Emmanuel Nganou Djoumessi a une ligne de défense tout arrêtée. Chaque chose en son temps, nous déclare-t-il d'emblée. Eh bien, tant pis, voici venu pour lui le temps du grill. Un exercice conduit par Alain Belibi. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur Belibi. Monsieur le Ministre, commençons si vous le voulez bien par un chiffre qui porte la polémique. C'est 6,1% de taux de croissance qu'on annonce pour le Cameroun, après avoir longtemps pataugé aux alentours de 4%. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la croissance soit ainsi dopée? Est-ce que ce n'est pas une estimation politique? Non, pas du tout. L'estimation est basée sur des considérations tout à fait objectives. Il y a d'abord l'importance des investissements que nous réalisons et qui emporte la construction de la richesse dans notre pays, favorise dans la consommation. Il y a aussi le regain d'activité du secteur comme le commerce, les bâtiments, l'hôtellerie, qui justement s'explique par le prolongement des activités que nous menons dans le cadre de la réalisation des grands projets. Mais maintenant, comment pourrons-nous pouvoir les 6,1% de taux de croissance? Voilà, les 6,1% constituent une estimation de notre capacité à créer de la richesse. Je vais continuer en disant qu'il y a la production pétrolière qui a aussi été prise en compte dans cette estimation. Et cette estimation a été arrêtée par les instances les plus fiables.
Il y a nos partenaires du Fonds monétaire international, il y a nos institutions locales, l'Institut national de la statistique, il y a la division de la provision du ministère des Finances, il y a la direction générale de l'économie, du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Bref, c'est un chiffre qui est tout à fait fiable. Le problème, alors, comment voir maintenant? Voilà. Comment voir les qu'est-ce qui va se passer? Parce que 6,1%? on a l'impression que 6,1%, c'est Ah non, une non, affaire voilà. de spécialistes. On va créer de la richesse et la redistribuer. Et la redistribution de la richesse, c'est quoi? C'est la réalisation des infrastructures routières, c'est la construction des salles de classe, bref, c'est la création des emplois, c'est la création de tout. Est-ce que ce n'est pas un peu vite dit, Monsieur le Ministre, créer la richesse et la redistribuer? Concrètement, notre préoccupation est de savoir comment on va sentir qu'on n'est plus à 4,5%, mais qu'on est à 6,1%. On va sentir qu'on n'est plus à 4,1%, qu'on est déjà à 6,1%. Quand, par exemple, vous allez rouler plus facilement sur une autoroute partant de Yaoundé à Douala, ou alors les routes de désenclavement d'un bassin agricole auquel vous appartenez seront bitumées. Alors, je roulerai sur cette route, Monsieur le Ministre, mais est-ce que je serai heureux pour autant? En fait, c'est vous, même dans une autre vie, qui nous disiez, je me souviens, vous étiez à l'époque dans les services du Premier ministre, vous laissiez souvent entendre qu'il y avait une nuance entre la croissance et le développement. J'en viens, il y a certainement une nuance entre la croissance et le développement, mais en fait, quand on crée de la richesse, on crée plus d'hôpitaux, par exemple, on recrute plus de personnel, par exemple. Vous allez à l'hôpital, vous êtes mieux pris en charge parce que vous rencontrez davantage du personnel, il y a davantage de salles d'hospitalisation, il y a plus d'enseignants, vos enfants peut-être ont plus de possibilités d'emploi qu'avant. Bref, créer de la richesse, c'est construire la croissance, et cette croissance entraîne le développement, et le développement, ce sont les aménagements infrastructurels, les conditions d'amélioration de la vie. Est-ce que le Cameroun va faire un miracle, Monsieur le Ministre? Partout, il se pose le problème de résoudre cette équation, transformer la croissance en emploi. Est-ce que le Cameroun, lui, va faire un miracle? Le Cameroun ne va pas faire de miracle, mais le chemin tracé par le chef de l'État nous permet de faire ce miracle. Et ce chemin, d'abord, a comme pilier principal le développement de l'agriculture. La construction d'une chaîne de valeur dans ce développement de l'agriculture, il y a des milliers d'emplois qui vont s'y créer. N'oublions pas que nous sommes lancés dans l'agriculture de deuxième génération, pour laquelle nous avons entrepris de mettre à disposition les équipements agricoles, pour laquelle nous avons entrepris d'accompagner les producteurs institutionnels et particuliers avec des semences, avec des engrais, pour laquelle nous avons entrepris d'apporter des financements à travers le crédit bail, par exemple, pour ne dire que cela. Donc, le Cameroun est sur cette bonne voie. Mais la création de la richesse n'est pas seulement le propre des pouvoirs publics, c'est davantage le propre aussi du secteur privé. Les acteurs du secteur privé vous disent il y a de bonnes dispositions sur le papier, mais elles tardent à prendre la route, elles tardent à se manifester de façon concrète. Bon, ça dépend de quels acteurs. Je dois vous dire que les chefs d'entreprise, la majorité, qu'ils soient nationaux ou étrangers, trouvent que véritablement notre pays est sur la bonne voie. Voyez comment le pays est couru par les investisseurs extérieurs. Voyez comment les investisseurs camerounais démultiplient leurs possibilités. C'est vrai que les conditions méritent d'être améliorées. Vous voyez, nous avons mis sur pied déjà divers centres agréés qui accompagnent les investisseurs dans la déclaration des impôts. Nous avons mis sur pied des centres de formalité des entreprises. Vous pouvez créer votre business ici au Cameroun dans les 72 heures. Bref, il y a un certain nombre de conditions, mais ça ne suffit pas. On va continuer avec le concours des membres du secteur privé. Je pourrais citer quelques-uns, le JICAM, le MECAM, les entretiens que nous avons avec soit au niveau du Premier ministre du gouvernement, soit au niveau du MINEPAD, visent justement à construire cette harmonie afin qu'ensemble nous obtenions de bonnes solutions. Monsieur à le nos ministre problèmes. Emmanuel Nganou-Djoumbessi, dans les piliers que vous indiquez comme devant nous permettre de cheminer vers la croissance, vous parlez de l'agriculture
l'agriculture de deuxième génération. Alors, quels sont les indicateurs qui peuvent aujourd'hui nous rassurer par rapport au fait que l'agriculture devrait véritablement nous y conduire? Ce sont ces tracteurs des Bolova pour lesquels une frange importante de l'opinion considère que vous avez mis la charrue avant les bœufs. Je vous remercie pour cette question qui me donne l'opportunité de donner un certain nombre d'indications sur les tracteurs des Bolova. On commence toujours quelque part. Nous avons les tracteurs aujourd'hui. Ils sont toujours abandonnés dans la forêt? Pas du tout. Je vous prie de faire un tour à Ebolova. Vous verrez à quoi ressemble aujourd'hui l'usine à tracteurs d'Ebolova. Alors, il y a C'est un quoi complexe agro-industriel. Il y a à avoir déjà un centre de formation. Il y a à avoir une chaîne de montage des tracteurs au Cameroun. Il y a à avoir une chaîne de montage de petits outils agricoles au Cameroun dans des bâtiments construits de la manière la plus moderne qui soit. Alors les petits outils, monsieur le ministre, on voudrait bien comprendre, nous avons des millions d'auditeurs qui nous écoutent. C'est les roues, c'est les pioches, les pelles? Non, pas du tout. On n'est plus là aujourd'hui à parler des roues et des pioches. C'est les assommoirs, c'est des équipements de semences, ce sont des équipements de lutte contre les maladies. Bref, ce sont des équipements modernes. Les tracteurs qui ont été assemblés à Ebolova, déjà, sont mis à la disposition des producteurs agricoles institutionnels, c'est-à-dire SAMRI, UNVDA, etc. Vous le conjuguez au passé ou on les assemble encore? On les assemblé à un moment M et puis on les assemble. Est-ce que vous comprenez bien, monsieur le ministre, que cette histoire, appelons ça ainsi, de tracteurs, ne met pas d'accord les professionnels du domaine? Nous voulons parler ici de ces cadres du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, tout au moins au sujet de l'enjeu de l'agriculture de deuxième génération en rapport avec l'entrée en scène prématurée des tracteurs. D'où viennent les tracteurs? Ils résultent d'une décision prise par le gouvernement d'acquérir des équipements agricoles. On a commencé par les tracteurs. Certes, les tracteurs viennent pour véritablement travailler dans les exploitations agricoles. Nous nous employons donc à susciter la création des exploitations agricoles et je vous assure, dans la Haute-Sanaga ici, monsieur le ministre, s'il vous plaît, l'embarras c'est que vous avez choisi de monter des tracteurs pour des exploitations qui n'existaient pas encore. Est-ce qu'on n'aurait pas pu inverser la question est plus simple, monsieur le ministre. Je vous la pose en ces termes-ci. Est-ce qu'il y a un marché pour la mécanisation de l'agriculture au Cameroun? Il y a un marché pour la mécanisation de l'agriculture au Cameroun, mais l'usine de tracteurs de Bolova a une vocation sous-régionale. Parce qu'à terme, le complexe agro-industriel de Bolova va produire 12 tracteurs par jour pour commercialisation dans les pays de la sous-région. Nous avons un partenaire stratégique dans cette opération qui est justement le fabricant indien. Alors, est-ce que les tracteurs devaient attendre l'ouverture des exploitations agricoles? Nous disons qu'il existe déjà des exploitations agricoles au Cameroun, même si la superficie de ces exploitations agricoles ne commandait pas jusque-là qu'on fasse venir tant de tracteurs, mais il fallait commencer quelque part. Est-ce que ces points de vue divergents au niveau du gouvernement, monsieur le ministre Mayonga Ndjoumessi, ne trahissent pas quelque peu la fragilité du principe de solidarité gouvernementale? Il n'y a absolument pas de divergence au sein du gouvernement. Entre le MINADER et le MINEPA. Il n'y a absolument pas de divergence. Nous sommes allés, le MINADER et moi-même, réceptionner les premiers tracteurs assemblés. Et le MINADER a eu l'intelligence de mettre les premiers tracteurs à la disposition des écoles de formation d'agriculture, à l'effet de susciter l'intérêt de ces jeunes entrepreneurs de demain à utiliser le tracteur, à les initier d'ailleurs à son utilisation. Mais on peut l'interpréter autrement. On peut dire on a décidé de les mettre à la disposition des écoles et centres de formation parce que ça ne servait à rien aux paysans. Non, pas du tout cela, puisque les autres paysans en ont reçu, qu'ils soient particuliers ou organisations institutionnelles. Des paysans comme vous, monsieur le ministre, c'est-à-dire de grands exploitants, mais qui véritablement dans l'arrière-pays. S'agissant des grands exploitants, voilà, vous me donnez, s'agissant avec un tracteur dans la forêt. Voilà, s'agissant des exploitants moyens, ce qui va se passer, c'est que ces tracteurs seront mis dans toutes les régions. Et le coordonnateur du programme a sillonné le pays, tout le pays, pour déjà identifier les sites sur lesquels
nous allons construire des bâtiments devant recevoir les tracteurs de différents chevaux, 90 chevaux ou 60 chevaux selon le cas. Et les paysans moyens qui n'ont pas la possibilité d'acquérir un tracteur pour eux n'auront donc à aller à ce niveau-là, solliciter les services du tracteur. 12 tracteurs par jour. Ça fait 360 par mois. Dans un contexte comme le nôtre, c'est pas excessif. Non, c'est pas du tout excessif. Disons que 12 tracteurs par jour, c'est ce que l'usine va faire, pas seulement pour le marché camerounais, mais j'ai parlé du marché de la sous-région. Ma foi, soyons ambitieux, voyons grand. Mais c'est beaucoup vraiment, 360 tracteurs par mois? 12 par jour peut sembler important, mais le cheminement qui mène à la fabrication du tracteur ne signifie pas que chaque jour on pond 12 tracteurs. En fait, on commence à calculer le nombre de tracteurs produits en fonction de la construction de la pièce qui entre dans sa fabrication. Alors, Monsieur le ministre, cet ensemble de questions qu'on vous pose charrie une petite inquiétude. Est-ce que la frénésie actuelle des projets, on va construire ci, on va construire ça, on va ouvrir ci, on va ouvrir ça, est-ce que cette frénésie ne va pas nous conduire vers des éléphants blancs? Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes dans une démarche de programmation. Nous ne faisons rien qui n'ait été planifié. Alors, si on dit qu'on va construire ceci, on va construire cela, c'est parce que nous nous sommes projetés déjà dans un avenir 2035. Pas nécessairement 2035, ça c'est la vision. Nous ne disons pas qu'on va attendre 2035 pour être émergent. Il n'y a pas d'éléphant blanc possible. Les mesures sont prises pour l'exécution effective des projets identifiés comme générateurs de ressources. Mais c'est un discours qui ressemble étrangement à celui qu'on tenait à l'époque de la Célucam. D'abord, pourquoi la Célucam n'est plus là? Je ne voudrais pas y revenir, mais comprenez que c'est pas du tout la même chose. Monsieur le ministre Emmanuel Nganou Messi, de quel emploi, lorsque vous parlez de la création d'emplois, parlez-vous véritablement? On est dans un contexte où l'on observe quotidiennement l'incohérence qu'il y a entre les curricula de formation et les attentes véritables des entreprises qui doivent employer ces jeunes qui sortent des écoles de formation. Dans votre grande trouvaille, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, on observe que vous parlez justement de cet arrimage de l'offre des programmes de formation aux attentes des entreprises, mais ce n'est pas véritablement le cas. Cela peut sembler ne pas être le cas. De ce point de vue, vous avez parfaitement raison. Et c'est pour cela que la nouvelle stratégie de l'éducation met en relief la professionnalisation de la formation. Les emplois dont nous parlons sont ceux générés justement par la mise en place des grands projets. Ce sont des emplois directs, ce sont des emplois indirects. Nous sommes en train de faire un travail avec tous les investisseurs de grands projets à l'effet d'identifier dans chacun de ces grands projets les besoins en ressources humaines. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour plus tard. Je vais prendre un exemple. Nous sommes en train de construire le barrage de Lompanga. Il est certes en train d'être fait par bon nombre d'ingénieurs qui ne sont pas camerounais, mais ça ne sera pas toujours des ingénieurs non camerounais. Il va donc falloir former des Camerounais à prendre la relève demain. De deux, il est parfois arrivé que nous n'avons pas eu de ressources humaines susceptibles de répondre aux attentes des investisseurs qui sont venus réaliser certains travaux ici chez nous. Donc, les mesures sont prises pour cette professionnalisation à l'effet d'adapter notre éducation, notre formation aux besoins du Cameroun. Avez-vous l'impression, au-delà du principe, que dans la réalité, il y a au moins une volonté au niveau des ministères compétents? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. La volonté est là, elle est manifeste, que ce soit au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, des enseignements secondaires ou bien de l'éducation de base. J'ai parlé de la stratégie d'éducation qui met donc ensemble tous ces départements ministériels. Monsieur le ministre, tous ces projets dont on parle, il faut bien les financer. Oui. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? On va s'endetter? Bien, l'argent est là. Déjà ou à venir? L'argent est là. Pour le principe. L'argent est là pour le principe, bien entendu. Alors, on va s'endetter, certes. Mais quand on s'endette, on rembourse. Pourquoi s'endette-t-on? On s'endette pour créer la ressource qui nous permettra de réaliser un projet donné, lequel projet nous permettra d'avoir des ressources pour faire autre chose et rembourser. Un exemple, nous allons construire l'autoroute Yaoundé-Douala.
première phase. On en parle assez vaguement. Ça commence quand? C'est en cours. Peut-être parce que nous n'avons pas encore vu les engins du génie civil. Sur le terrain, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de lointain. Non. Le processus est en cours. Les équipes qui ont gagné le marché des travaux sont sur le terrain. Le tracé est connu. Les points d'installation de la base vie est identifié. Donc, le processus est en cours et le lancement des travaux proprement dit, c'est-à-dire le déploiement des engins du génie civil sur le terrain, ne tardera pas à commencer. Gardons les yeux et les oreilles bien ouverts. D'ici à la fin du mois de février, nous pourrons avoir de bonnes indications. Alors, vous parliez donc de cette autoroute. Je parlais de l'autoroute pour dire que, voilà, pour ceux qui voudront emprunter l'autoroute, par exemple, installer des postes de péage, pour ne prendre que cet exemple, des stations de repos. Bref, créer des infrastructures qui vont permettre à ce qu'il y ait des ressources qui se gèrent. Alors, grâce à cet argent des postes de péage, on atténuera la dette pour les générations futures. Grâce à cet argent des postes de péage, on va créer des conditions aux générations futures de continuer à rembourser cette dette sans grande difficulté. Monsieur le ministre, merci infiniment d'être venu à Dimanche Midi sur la CRTV. Merci. Dimanche Midi, le magazine d'information hebdomadaire de la rédaction centrale radio de la CRTV. Dimanche midi du 6 janvier 2013, bienvenue dans cette deuxième heure consacrée à la suite du traitement du message présidentiel à la nation camerounaise. Le grand public attend de recueillir les fruits de tous les grands chantiers annoncés ou déjà en cours. Morceau choisi de réaction, recueilli par Stéphane Nono. Pour les chantiers d'hydroélectrique, vraiment, c'est la meilleure chose. Et les chantiers routiers, c'est ça qui vont faire avancer le pays. À l'heure actuelle, tous les jours, il y a des coupures. Avec les barrages électriques, ça va nous donner beaucoup de choses. Les logements aussi, vous savez, les jeunes émergent tous les jours. Il faut des maisons pour les habiter. Un gars qui vient de passer son concours, il n'a pas de maison, il doit encore rester chez les parents comment. Avec l'autoroute Douala-Yaoundé, ça va faciliter la circulation d'abord. Nous allons un peu éviter les accidents pendant les voyages. Ça ne fait pas une semaine. On montre les images à la télé, les accidentés. Douala-Yaoundé, c'est l'axe qui est très dangereuse par rapport à sa mauvaise route qui est étroite. Et je trouve avec l'autoroute, cela va un peu améliorer la circulation routière pour éviter des risques que nous avons tous les jours. Nous attendons beaucoup de tous ces chantiers-là, afin que nous soyons à l'aise. On peut livrer au Tchad ou en Centrafrique, mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous satisfaire ici, c'est ça. D'abord, les chantiers comme Mbele, les chantiers pour la production de l'énergie, construction d'habitation à Olembe. Ça peut apporter des emplois aux Camerounais et ça peut aussi fournir l'énergie pour notre industrie. On parle du barrage de Rompanga. À l'heure actuelle, ça a déjà embauché beaucoup de Camerounais. Et ce chantier comme ça là, va aider le Cameroun à sortir du sous-développement en quelque sorte. On voit comme ça le barrage de Mekin, il y a beaucoup de barrages. Les appartements urbains, beaucoup de Camerounais ne sont pas dans leur propre maison. Et si on ne fait pas cela, beaucoup de gens n'ont pas l'argent de pouvoir se construire. Il n'est pas question uniquement d'avoir ces chantiers et dire que bon, tu décides automatiquement que la vie des Camerounais vont changer. Moi, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que ça va dépendre de la façon à laquelle ils vont gérer ça, dépendre de la façon à laquelle ils vont distribuer ça pour tous les Camerounais. Tous ces chantiers, en fait, sont un espoir pour le Cameroun. Parlant de la route, il faudrait vraiment que ce soit un chantier qui touche particulièrement la région de l'Est. C'est vrai qu'il y a déjà le tronçon de Boni-Sayos, mais on veut plus à l'Est. Le Cameroun, c'est un pays assez arrosé, mais vous savez que depuis un moment donné, il est difficile en termes d'approvisionnement, surtout en eau. Ces barrages-là, en réalité, pour nous les jeunes, la priorité, c'est nous sortir déjà d'abord premièrement du chômage, non? Au-delà donc du chômage, le bien-être social. Parce que si on n'a pas de l'eau potable, en réalité, ça ne sert à rien. Et si on n'est pas fourni en termes d'électricité, ça ne servira à rien. Le président a toujours évoqué un problème de financement. Ce n'est pas tous les Camerounais qui peuvent comprendre les mécanismes de financement des grands projets. Donc c'est pour ça que je dis, les Camerounais devraient, disons, prendre patience parce que lorsqu'un financement n'est pas bien monté, on ne peut pas, disons, réaliser, c'est-à-dire concrètement ce qu'on veut faire. Dimanche midi. Le tableau n'est pourtant pas toujours aussi reluisant au plan comportemental. Je suis bien conscient en effet que nous devons encore compter
avec l'inertie, l'incompétence, voire la malveillance de certains qui freinent notre redressement. S'y ajoute la corruption sous diverses formes et la fraude dans la passation des marchés publics. Le récent rapport de la CONAC est particulièrement édifiant à cet égard. Il va de soi que ces atteintes à la fortune publique ne resteront pas impunies. Je compte sur le ministre chargé des marchés publics pour mettre fin à ces abus dans sa sphère de compétences. Les zones de résistance sont nombreuses dans des secteurs touchant directement à la vie quotidienne des Camerounais ordinaires. Il s'exprime au micro de Lolita Biloa et Nelly Claude Ebessa. Il a parlé de l'année de réalisation. On attend la réalisation. Je regarde beaucoup de quartiers qui sont à Yaoundé qui n'ont pas d'eau. D'abord l'eau, après vient l'électricité. C'est après que doivent venir les salaires. Parce que tout est augmenté au marché. Ce que les gens perçoivent, ça ne leur permet pas de joindre les deux bouts. C'est ça que nous attendons. Ce qu'il a dit, c'est très bon. Si on parvient à les faire, c'est que les Camerounais seront bien. Chaque année, les retraités, ils se plaignent toujours. Ça veut dire que le problème n'est pas en train d'être résolu réellement. Le président fait des promesses, mais les gens n'appliquent pas. Et aussi le problème de la corruption. Toujours est-il qu'on le combat en haut, mais le bas, rien n'est fait. Les ménagers n'arrivent plus à s'en sortir. Quelle que soit la somme où tu vas au marché, c'est vraiment trop cher. Excessivement cher. Si on pouvait baisser les prix des denrées alimentaires, vraiment nous tous on devait être très contents. Quand il dit il ne peut pas réaliser une fois, il réalise petit à petit. Donc c'est à long terme. Donc il faut être patient. C'est en train de venir, c'est doucement, doucement. Ce que moi j'attendais, c'est là. Mesures d'incitation à la participation à la vie citoyenne sont prises par le chef de l'État. Il en est ainsi de la gratuité de la carte nationale d'identité. Agnès Sylvienne Anjama et Ariane Kwonan ont recueilli ses avis. C'est des bonnes mesures, surtout pour la carte d'identité, parce que la plupart des Camerounais n'ont pas d'argent pour faire la carte d'identité. Donc s'ils peuvent avoir déjà la carte d'identité, ça leur permettra de s'inscrire massivement au lycée électoral. Les élections sénatoriales, c'est un chapitre qui est dans la démocratie du chef de l'État. Progressivement, beaucoup de Camerounais comprendront plus tard ce que c'est et trouveront son impact dans le processus de modernisation. Pour la carte nationale d'identité, c'est vraiment très à propos. Ça facilite les choses, déjà pour la population elle-même, parce que c'est le signe aussi d'existence. Et puis de pouvoir aussi participer aux élections. Eux-mêmes nous donnent les moyens maintenant d'exercer notre devoir. C'est la suite de l'école de la démocratie. On avance progressivement. Quand on dit la carte c'est gratuit comment? Parce qu'il y a les pièces qu'on doit faire de nationalité, c'est pas gratuit. Tu vas payer quelque chose. Pour moi, c'est pas la peine pour dire que la carte est gratuite. Il y a beaucoup de gens avec les cartes qui refusent de voter. Et quand on dit le Sénat c'est quoi? Créer un Sénat, c'est pas le problème. Notre problème, c'est pour méditer sur notre système. Selon moi, le Cameroun n'est pas prêt pour le Sénat. La carte nationale d'identité est gratuite. Je crois que ça, c'est pour permettre aux uns et aux autres, pour que quelqu'un ne dise plus demain, après-demain, que je ne me suis pas fait inscrire sur les listes électorales parce que je n'avais pas une carte d'identité. Voilà que le chef d'État a permis à toutes les couches sociales, même les plus démunies, d'en avoir une. Le souhait, c'est que vraiment dans les commissariats, que cela se respecte à la lettre. Je crois que le chef d'État a été clair. Il a parlé de la gratuité, donc c'est surtout le plan. C'est-à-dire que ce soit les photos, que ce soit ceci, je crois que l'établissement d'une carte maintenant, selon les déclarations du chef de l'État, c'est gratuit. Et gratuit ne veut pas dire qu'il faut d'abord aller faire telle chose à 100 francs et aller faire telle chose à 50 francs. Les conditions de mieux-être économique et social sont donc réunies, même si tout cela n'incite pas les adeptes du camerouno-pessimisme à démordre. Nous serions, selon eux, immobiles et notre stabilité serait elle-même sujette à caution. Un tel manque d'objectivité ne peut s'expliquer que par une sorte de myopie politique qui les empêche de voir les choses telles qu'elles sont et par un affaiblissement de la mémoire qui a effacé chez eux le souvenir des épreuves que notre peuple a traversées pour venir à bout de l'injustice des termes de l'échange, des contraintes de l'ajustement structurel et des préjudices provoqués par la récente crise économique et financière. Eh bien, mes chers compatriotes, montrons à ces censeurs ce que nous sommes capables de faire. Lorsque, dans quelques mois,
Dans quelques années, ils verront notre pays se couvrir de chantiers, de barrages, de centrales, de ports, d'usines, de routes. Diront-ils encore que nous sommes immobiles? Des comportements à tout le moins curieux et incohérents. C'est le sentiment également partagé par des Camerounais ordinaires rencontrés par Dulcie Bassoglok. Comment le pays marche et tu dis que ça ne marche pas? C'est les gens qui ne veulent pas le progrès du pays. Il n'y a que des mauvais individus qui ne veulent pas faire le travail. Mais le chef de l'État ne peut pas se mettre à la place de tout le monde. Quand on te donne une tâche, il faut faire ta tâche. Il ne faut pas attendre qu'on soit derrière toi. Et puis après, tu dois dire que le Cameroun, ça ne va pas. Alors c'est toi. Il a raison d'en vouloir à ceux qui critiquent le pays. C'est pas normal lorsqu'on est patriote de critiquer son pays. Et par rapport à l'inertie, il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de promesses. Mais il y a un problème de gouvernance parce que les gens qui l'entourent ne font pas leur boulot. Le Cameroun va se développer, mais le niveau de vie des Camerounais ne va pas se développer. Ça ne sert à rien d'avoir des grands chantiers, des grands buildings si on ne mange pas. Ils ont le droit de critiquer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce que ce sont les critiques qui font modifier, qui font changer les choses. Lorsqu'on est à l'extérieur, on n'a pas une image vraie de ce qui se passe à l'intérieur. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, il y a aussi que le vécu quotidien du Cameroun marque, parce que vous, en pleine capitale d'eau, lorsqu'en 2013, on n'a pas d'eau en pleine capitale. Un 25 décembre, on est coupé d'électricité. C'est normal qu'à l'extérieur, lorsque vous appelez quelqu'un, qu'il ait son point de vue qui ne sera pas forcément positif à l'endroit de l'image du Cameroun. Dimanche midi. Dimanche midi. Pas un mot sur le sport camerounais tel qu'il s'est comporté en 2012 dans le dernier message de Paul Biya à la nation. Un silence expressif tant les prestations ont été décevantes dans ce domaine naguère pourvoyeur de lauriers. Question coulant dès lors de source, le sport camerounais peut-il repartir? La question est au centre de l'analyse de Madeleine Sopikoto. L'absence des Lions indomptables du Cameroun à la 29e Coupe d'Afrique des Nations de football qui démarre le 19 janvier en Afrique du Sud pourrait faire penser à une année 2013 sans grand enjeu pour le sport camerounais. Mais une telle analyse serait bien simpliste au regard du calendrier du mouvement olympique et sportif national et des principaux défis qui en découlent. En première ligne, il y a le renouvellement dès la mi-janvier des bureaux exécutifs des fédérations et associations sportives civiles nationales. Un exercice qui, à en croire le discours officiel, ne devrait plus se limiter à un simple jeu de chaises musicales. Les objectifs du gouvernement en matière de sport et d'éducation physique étant désormais tributaires du potentiel des hommes chargés de conduire les structures et les projets. C'est de l'avis des experts la première condition au défi du professionnalisme et dans ce registre, l'organisation des compétitions de souveraineté telles l'Ascension du Mont Cameroun au mois de février, le Tour cycliste international du Cameroun en mars ou encore le Grand Prix cycliste international Chantal Biya et dans une moindre mesure la deuxième édition des championnats de football professionnel au Cameroun au cours de cette année 2013 apparaissent comme de véritables tests. Elles permettront ces compétitions et surtout les trois premières dont le caractère international est avéré de traduire en acte plus concret l'option du professionnalisme, option prise par les pouvoirs publics camerounais qui, faut-il le rappeler, en restent les principaux bailleurs de fonds. La participation des athlètes camerounais au grand défi sportif de 2013 est un autre défi en ré majeur. Il y a par exemple les Jeux de la francophonie, la Coupe d'Afrique des Nations de basketball dames et messieurs en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo pour ne citer que ces compétitions. Une bonne prise en main des lions de la balle orange permettrait au ministère des Sports et de l'Éducation physique de confondre tous ceux qui pensent qu'il n'y en a que pour les lions indomptables, les lions du foot, qui doivent eux-mêmes faire oublier au plus vite leur contre-performance sur le terrain des éliminatoires de la CAN 2013 en relevant dès le mois de mars prochain le défi d'une qualification à la Coupe du Monde 2014. Une seule condition pour y arriver, battre sans autre forme de procès la Libye, la RDC et le Togo et occuper ainsi la première place du groupe. Équation bien compliquée au regard des résultats de la phase allée des éliminatoires de ce mondial brésilien, mais pour rester optimiste, équation pas impossible. L'autre défi du football camerounais en cette année 2013, c'est celui de ses clubs. Union de Douala, Coton Sport de Garoua, Unisport du Honkam et Panthère d'Undé,
engagé en Coupe continentale interclub est obligé du fait du mauvais classement du Cameroun sur l'échiquier de la Confédération africaine de football de passer par les tours préliminaires dès le mois de février. Et si l'accompagnement des athlètes talentueux, notamment après une compétition telle les Dixia de 2012, constitue un autre chantier important pour le sport camerounais dès les mois à venir, il reste pour consolider chacune de ces fondations le vaste défi des infrastructures. Et si les délais étaient respectés, 2013 devrait permettre de voir les premières réalisations du programme national des infrastructures sportives à Limbe, Olembe et surtout Fandena à Yaoundé. Dimanche midi. Dimanche midi. L'invité de la dernière heure. Robert Moutié-Ambassa, bonjour. Bonjour François Marc. Alors je vous retrouve maintenant pour un entretien plus complet. Vous êtes l'invité de la dernière heure dans Dimanche midi et nous parlons d'énergie. Le président dit l'énergie c'est la condition. Il insiste sur la condition du développement au Cameroun. Évidemment, vous êtes un acteur de ce secteur-là et vous ne pouvez que partager la position du président Paul Biya. Je pense que c'est clair qu'on ne peut pas parler de pays développés, pays émergents et autres sans énergie. Nous sommes un pays que la nature a vraiment gratifié de beaucoup de possibilités de développer des énergies, mais il est anormal et je crois que le président a raison quand il dit que sans énergie, c'est la condition sine qua non pour essayer de développer ce pays si on veut être émergent en 2035. Donc, nous avons de gros problèmes d'énergie depuis un certain nombre d'années. Ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier, ça fait plus de 10 ans, peut-être 15 ans, mais nous avons ces gros problèmes qui nous empêchent de décoller. Donc aucune industrie, aucune grande entreprise, aucune grande industrie lourde ne peut pas investir au Cameroun parce qu'elle aura besoin de cette énergie pour faire fonctionner ses équipements. Donc il a tout à fait raison et j'adhère à 100% à cette position. Concrètement, comment faire pour que l'on passe du discours à l'acte au-delà, bien sûr, des grands chantiers qui sont en cours? Disons que c'est comme dans toute situation où il y a un problème, il faut faire un état des lieux, il faut faire un diagnostic et derrière ce diagnostic, mettre un plan d'action à court, moyen et long terme pour résoudre ce problème. Parce que moi, en regardant de très près, je me rends compte quand même qu'il y a des gens qui sont sur cette dossier depuis bientôt 15 ans. Des gens qui occupaient des fonctions au premier ministère, qui étaient en charge de plein d'énergie et particulièrement d'eau. Des gens qui ont géré des entreprises comme SNEC ou bien Kamwata. Et ensuite, des gens qui sont dans des positions majeures dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Je crois qu'il y a des gens qui sont en place depuis un certain nombre d'années. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'anticipation pour que les choses ne soient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. C'est inadmissible ce qu'on voit à Yaoundé. Mais est-ce qu'il s'agit de l'implication de personnes? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une question de système, de mode de fonctionnement, de dispositifs techniques? On essaye de comprendre simplement pourquoi, depuis aussi longtemps, le président Paul Biya dit énergie, énergie, mais on ne sent pas dans le concret du fonctionnement quotidien qu'il y ait une amélioration. Disons que, à bien regarder, nous sommes installés dans un système où les gens avaient plus intérêt à remplir leur poche qu'à régler les problèmes d'intérêt généraux. C'est peut-être un peu vite dit, non, Robert Moutié-Ambassa? Non. Comment faire pour que le déficit énergétique, dont on dit volontiers qu'il découle aussi d'un certain nombre de conditions naturelles, soit résorbé? Disons que dans ce genre de situation, il faut trouver des solutions immédiates, des solutions à moyen et à long terme. Je pense qu'il y a des petites solutions simples qui ne devaient pas nous coûter trop cher, mais qui pourraient permettre de soulager les souffrances des populations. Alors quoi, par exemple? Pourquoi ne pas construire, par exemple, 15-20 forages d'eau propre dans chaque quartier de Yaoundé? Pourquoi pas? Un forage coûte combien? C'est 5-6 millions. En faisant des centaines, avoir un coût beaucoup plus réduit encore. Donc, imaginons, par exemple, mettre 10-15 forages, pourquoi pas 20, par quartier à Yaoundé. Peut-être les populations vont partir des maisons avec des seaux pour aller puiser l'eau potable, l'eau propre à la fontaine. C'est déjà au moins ça, de première solution immédiate pour soulager. Imaginez-vous, on doit faire, je ne sais pas, 1000 puits pour ce montant entre Yaoundé, Douala, Bafoussam, les grandes villes. Mais ça va faire 6 milliards. Et 6 milliards, une seule année budgétaire peut permettre de le faire. Que d'attendre les grands projets, on parle de 300, 400 milliards. Il faut des années pour mobiliser les fonds, mettre les gens en confiance, mettre les gens ensemble pour aller faire ce projet, le faire aboutir et puis commencer à consommer
Mais entre-temps, la population aura évolué et la population aura grandi. Les projections faites à cette époque-là seront devenues presque insuffisantes. Donc moi, je pense qu'il y a des solutions immédiates comme celle-là qui ont peut-être leurs contraintes, mais qui ont la souplesse de permettre aux populations d'avoir de l'eau potable immédiatement. Il y a également les questions de distribution d'électricité et l'on ne cesse de questionner, par exemple, la situation de la société AES-Sonel. Ben, disons, pour l'électricité, je crois que c'est un problème un peu plus grave que ça, parce que on a privatisé la Sonel de l'époque avec le réseau de distribution. Et on a ouvert la production de la distribution électrique aux opérateurs économiques privés. Quel opérateur va pouvoir produire de l'électricité et pouvoir distribuer cette électricité? Le réseau de distribution appartient à AES-Sonel. Ça veut dire que quoi? Vous allez produire, il faut encore payer à AES pour se connecter sur son réseau. Je crois que ce qui est à faire dans un premier temps pour améliorer l'offre d'électricité, c'est de revoir ce contrat avec AES-Sonel et sortir le réseau de distribution de ce contrat, créer une structure neutre qui va gérer toute la distribution électrique au Cameroun. Et AES-Sonel va se connecter sur ce réseau comme tout le monde. Et du coup, vous pourrez avoir des privés qui pourront, par quartier, par village, par ville, alimenter et pouvoir aider l'État à résolver ce problème, ce déficit, ce problème qui est important. Et derrière ça, il y a des structures qui sont subventionnées par l'État. Ça, beaucoup de gens ne savent peut-être pas. Il y a des entreprises comme Alucam, des entreprises, et même AES-Sonel demandent des subventions à l'État pour que l'État puisse payer le gap qu'il a dans les pertes qu'il annonce. Moi, je pense que avant d'en arriver là, AES-Sonel, par exemple, devait déjà revoir pourquoi il perd 30 à 40% de la production électrique par rapport au gain qu'il reçoit quand il distribue son électricité. Il y a une perte de 30 à 40% de l'électricité produite. Pourquoi ne pas mettre des systèmes en place pour ne pas perdre 1 mégawatt? Et là, du coup, il aura tout le pognon nécessaire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Au jour d'aujourd'hui, il ne prend que 70 maximum % de ce qu'il produit en termes de revenus dû à la commercialisation de l'électricité. Donc, les subventions, pourquoi l'État doit subventionner les entreprises qui payent le courant déjà très moins cher? Vous, Marc Modion, vous payez le courant plus cher que ces entreprises dont je parle. C'est inadmissible. C'est des choses qu'il faut revoir. C'est des contrats qui ont été signés à l'époque, il y a 50 ans. Ça a été dernièrement revu, mais très légèrement, parce que une entreprise comme Alicam, par exemple, payait le kilowatt à 6 francs. Aujourd'hui, ils doivent être avec 12 francs et demi, quelque chose comme ça. Vous payez combien? 80 francs, 75 francs. Alors, est-ce que c'est normal? Donc, dire alors qu'on a des manques à gagner, en plus, et l'État rajoute encore, par exemple, près de 25 milliards pour subventionner, je dis qu'il y a un problème. Les gens doivent s'asseoir et clarifier ce secteur d'activité. Alors, il y a les grands chantiers, Lompangar, Mekin, qui est annoncé comme imminent. Qu'est-ce qu'on en attend concrètement? Qu'est-ce que cela peut changer dans le quotidien de ce paysage énergétique au Cameroun? Ben, je pense que ça va soulager un peu les souffrances des populations. Il y aura beaucoup moins de délestage, mais ça va pas résoudre le problème à long terme, puisque tout ce qui est fait nous permet de pouvoir retrouver un équilibre électrique avec très peu ou pas de délestage dans les 5 ans qui viennent. Mais là, vous touchez un tout petit peu l'enthousiasme du président Biya qui nous dit que non seulement on devrait se mettre à l'abri, mais en plus on devrait même pouvoir exporter vers les pays voisins, comme le Tchad, comme la Centrafrique, pour ne parler que de cela, le Nigeria même. Le président Biya est président de la République, ça dépend de ce qu'on lui a dit. Mais je peux vous dire que les éléments d'appréciation que nous on a pu avoir et qu'on a montrent que tout ce qui est fait va dans le sens de résorber le déficit. Et très rapidement, on va se retrouver dans une situation de manque encore si les projections ne sont pas faites. Quand on prenait le barrage de Lompangar et autres, c'est pas un barrage qui va produire de l'électricité, c'est un barrage qui va faire des réserves d'eau pour qu'en saison d'étiage, que cette réserve d'eau puisse alimenter le réseau normal de fonctionnement pour éviter les délestages parce qu'il manque d'eau pour faire tourner les turbines. Donc, Lompangar ne va pas produire de l'électricité. Lompangar aura son petit groupe qui va produire son petite électricité dans son village de travail, mais c'est la réserve d'eau pour alimenter les grosses turbines du côté de AES-Sonel. Donc, ce n'est pas Lompangar qui a l'électricité. Je pense qu'on doit ouvrir de très près l'œil sur ces histoires d'énergie parce qu'on dit beaucoup de choses, mais vous voyez bien que rien n'avance. Concrètement, Robert Moutié-Ambassa, on fait comment pour se mettre à l'abri des mauvaises surprises dans le secteur de l'énergie et de l'eau? Ben, disons qu'il faut que les gens aient le courage de dire les choses et puis faire bouger les lignes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gros enjeux, des gros intérêts derrière. Quand vous allez prendre des entreprises comme AES-Sonel, Alucam et autres, tout ça, des gros enjeux derrière. Je peux vous signaler que ce n'est pas des gens qui viennent de l'extérieur qui négocient pour qu'Alucam paye le courant au prix où il paye. C'est les Camerounais. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient la volonté de faire bousculer les Alors choses. les lignes, de façon un tout petit peu plus concrète, Robert Moutié-Ambassa, vous qui êtes un acteur de ce secteur
secteur, nous le disions tout à l'heure. Vous feriez quoi si on vous demandait de faire des propositions concrètes au chef de l'État ou à d'autres acteurs de la place? Il faut déjà que les entreprises qui payent le courant très moins cher payent bien, à un prix intéressant, parce que payer le courant à 10 francs, 12 francs le kilowatt, il faut déjà remonter vers les 50 francs. On va vous brandir les problèmes de chômage et autres, c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui sont dans ces milieux juste pour faire peur aux autres. Il faut déjà payer le courant. Mais si on paye le courant à 50 francs le kilowatt à l'UQAM, ça ne résout pas le problème du Camerounais lambda. À l'UQAM consomme dans les 60% de l'énergie électrique au Cameroun. Et quand on négocie pour qu'il baisse, il baisse à 40%. C'est pour ça qu'il demande des subventions. Parce que pour lui, il estime qu'il a moins, l'État lui impose de baisser moins. Et il demande des subventions en contrepartie. C'est pour ça que l'État, pour le budget 2013, a prévu 25 milliards de subventions. Donc, quelque part, quand vous regardez bien ce qui se passe, je pense que si cette entreprise payait 2 fois plus ou 3 fois plus le prix du courant, il n'y aurait pas déjà ces subventions à payer. Ça ferait beaucoup d'argent à l'État pour développer ailleurs. Et de l'autre côté, il ne consommerait pas autant un fort pourcentage parce qu'il va aussi essayer de faire des économies. Alors au prix là, c'est une entreprise qui peut consommer 100% de la production d'énergie électrique et 60% par à l'UQAM. Et quand on leur demande de réduire, évidemment, ils demandent des compensations. Ça, c'est déjà un premier axe pour résoudre le problème. Maintenant, le deuxième axe, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le réseau de distribution doit être géré par une entreprise étatique où tous les acteurs privés, y compris AES, vont s'interconnecter dessus. Voilà déjà 2 propositions qui permettraient, d'un côté, de permettre à l'entreprise de payer un peu moins que vous, mais quand même de payer un peu au-dessus de ce qui se fait en ce moment. L'autre côté, les privés pourront avoir le courage maintenant de développer des petites productions d'énergie même dans les quartiers et pouvoir s'interconnecter sur le réseau. Je vous trouve bien critique, Robert Moutiambassa, vis-à-vis des acteurs, mais ces acteurs de la place, ce sont souvent vos camarades du parti. Est-ce que, à un certain moment, vous n'avez quand même pas le sentiment que, à ce niveau-là aussi, il y a un problème? C'est nos camarades du parti, mais nous sommes aussi conscients que beaucoup de gens, de nos camarades qui sont venus dans le parti, ne sont pas venus avec l'idée d'aider le parti ou les pays à évoluer. Donc, de l'intérieur, on doit attirer l'attention, tirer la sonnette d'alarme et faire comprendre à la hiérarchie qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, je vous quitte, Robert Moutiambassa, en ayant un tout petit peu, comme je le disais tout à l'heure, l'enthousiasme baissé. On doit donc retenir que le secteur de l'énergie, ce n'est pas demain la veille. Non, je pense qu'il faut retenir fortement et fermement que c'est pas la veille. Si on ne mouille pas le maillot, ça ne fait pas bouger les lignes, ça va continuer à tourner en rond comme depuis 10-15 ans. Robert Moutiambassa, on parlait d'eau, d'électricité, mais vous êtes très impliqué en ce moment dans tout ce qui a trait à la centrale à gaz de Kribi. Qu'est-ce que ce gaz va pouvoir apporter dans ce secteur-là? Mais disons que le Cameroun a de grosses réserves de gaz inexploitées. Et je pense que c'est une filière vers laquelle il faudra compter dans les prochaines années parce que déjà le gaz est un carburant propre. Quand il y a du gaz qui est consommé, vous ne voyez pas de fumée. Quand il y a du gazole consommé, ça fume de partout, ça fait du CO2, ça fait des problèmes avec la couche d'ozone et tout ça. Donc le gaz est un carburant moins cher et propre. Et la centrale à gaz de Kribi va consommer du gaz. Et en consommant du gazole, du fuel, ça coûte beaucoup plus cher. Les prix au niveau des consommateurs augmentent aussi. En utilisant du gaz, les prix vont baisser. Donc, je pense que la ressource gazière est la ressource de demain. Et par rapport à l'environnement, il y a un gain inestimable par rapport aux autres carburants. Donc, je pense que le gaz, nous gagnerons au pays, dans notre pays, à essayer de valoriser énormément cette ressource parce que nous en avons assez. Alors, on en est où concrètement par rapport à la mise en route de cette centrale à gaz de Kribi? Ben, disons que la centrale à gaz de Kribi a 3 acteurs. Il y a Majeur, il y a l'entreprise Perenco qui est en charge de la partie production, gaz, traitement, de façon à mener le gaz aux spécifications techniques souhaitées par KPDC. Il y a la Société nationale des hydrocarbures qui assure le transport de ce gaz du site de Bipaga où est Perenco au site de Polongwe où est KPDC. Et KPDC reçoit ce gaz aux spécifications. Ce gaz est consommé par les moteurs de KPDC. Une fois en marche, une fois en production, des alternateurs à côté produisent de l'électricité pour se connecter sur le réseau sud. Donc, et du coup, on attend 200 à 220 MW de KPDC. Donc, au jour d'aujourd'hui, par rapport au programme des uns et des autres, les avancements des travaux, normalement, KPDC, ce mois de janvier, février, doit commencer à faire des essais. Et durant les essais, ils se sont engagés quand même à fournir 50 MW de plus par jour
sur le réseau pour commencer à soulager les problèmes d'étiage. Faire peut-être en sorte que les ménagères n'aient plus à chercher du gaz pendant une semaine. Disons que non, c'est pas ce type de gaz-là. Disons, je parle d'abord de la partie électrique parce que quand KPTC va commencer à alimenter un tout petit peu, durant ces essais qui vont durer au moins 3 mois, ça va permettre qu'on soulage les délestages qui ne vont pas finir, il y en aura toujours. Mais quand ils vont monter en plein régime parce que les moteurs sont réglés, tout est au point, ils vont produire près de 200 MW à 220 et du coup, on va sentir un fort soulagement au niveau des délestages. Ce gaz qui est produit, c'est un gaz naturel, qui n'est pas un gaz liquéfié. Pour arriver à consommer, comme on le fait au Cameroun avec des bouteilles de gaz, ce gaz est issu par exemple de Sonara, qui sort du gaz qu'on appelle butane propane, donc Bupro, qui est mis en bouteille et qui est consommé. Nous devons aller au-delà des bouteilles, avoir un réseau de distribution de gaz, comme le réseau électrique, comme le réseau d'eau. Et là, ce gaz pourra être utilisé dans les maisons, de façon à ce que, quand vous mettez en service votre gazinière, c'est le gaz qui vient traiter, qui sort, vous avez vos compteurs gaz, vous payez vos factures gaz comme l'électricité. Comme nous, pour le moment, nous sommes pas là, nous sommes que dans les bouteilles. Je crois que nous devons faire le pas de passer dans le réseau de distribution de gaz. Et c'est un très gros défi infrastructurel aussi. Oui, c'est un gros défi infrastructurel, mais il est économiquement rentable et je peux vous garantir que si c'est ouvert, les entreprises vont bien s'engouffrer là-dessus. Merci infiniment d'être venu à Dimanche Midi. Nous allons poursuivre la série en espérant pouvoir avoir dans les prochaines éditions de Dimanche Midi des acteurs institutionnels qui nous aident à comprendre plus ou moins ce qui se passe dans ce secteur de l'énergie, plus précisément de l'eau et surtout de l'électricité au Cameroun. Je pense les deux, hein. Moi je peux pas enlever l'un ni l'autre, parce que l'électricité et l'eau, ça pose de gros problèmes au pays en ce moment. Dimanche midi. Dimanche midi. Et si nous nous penchions sur des secteurs générateurs d'opportunités, mais tardant encore à tenir la promesse des fleurs? Clin d'œil au secteur des arts, de la culture et du tourisme par Serge Pout. Le Cameroun voit grand dans les secteurs touristiques et culturels, du moins si l'on s'en tient à la feuille de route de chacun de ses départements ministériels et plus concrètement au chantier initié l'année dernière. Le secteur touristique, qui est désormais additionné aux loisirs, sort de l'ombre pour la lumière. Cela s'est traduit au plan administratif en 2012 par un arrimage de la gouvernance à la gestion axée sur les résultats, un nouvel organigramme complété par des missions tout aussi nouvelles et du sang neuf côté ressources humaines, une consolidation de son socle pour afficher les nouveaux défis de notre pays dans le marché touristique international. L'offensive diplomatique en ce sens a montré clairement que l'Afrique en miniature ne rêve pas à minima. Elle veut être dans les faits la destination prestigieuse inscrite dans ses gènes. C'est dans ce sillage que 2 bureaux d'information touristique à Washington, aux États-Unis d'Amérique et à Beijing en Chine ont été créés par le chef de l'État. Des places à partir desquelles doit s'opérer cette année la pénétration de ce que les spécialistes appellent les marchés émetteurs. On en escompte une croissance accélérée en termes de visiteurs, mais pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, un toilettage du secteur hôtelier a été amorcé avec en filigrane l'obligation pour les opérateurs de se mettre à la hauteur des ambitions gouvernementales. Coup de balai bien sûr, investissement tous azimuts dans le même temps pour améliorer l'offre hôtelière. Dans le pipe, le centre touristique de Meomesala, l'hôtel du Comice agropastoral des Bolova, les hôtels Mountain and Parliamentarian Flat de Boya et les bâtisses que le secteur privé fait pousser de terre ici et là. Il faut faire vite car 2013 s'annonce comme une jauge du réveil du tourisme camerounais. Dans quelques jours, 10 tour opérateurs et 3 médias chinois viendront sur place mesurer notre capacité à être inscrits comme point de convergence des prochaines vacances. Le Japon nous fait lui aussi les yeux doux. Très attendu, la tenue à Boya vers la fin du premier trimestre du 38e congrès de l'Africa Travel Association. 250 délégués internationaux échangeront au pied du Mont Cameroun. Le ministère que dirige Magari Beluboba est conscient qu'il en faut plus pour rattraper la Tanzanie, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud. Un défi qui est dans l'ordre du possible pour ce pays pluriel et si singulier dans son déploiement, notamment avec la culture qui est complémentaire du tourisme. Le ministère coiffé par Amatou Toumouna s'investit à fond
fond dans la filière muséale. Quelques signes montrent que les portes du musée national s'ouvriront bientôt. Voilà qui fera de Yaoundé une vraie place boursière de la mémoire. Cette infrastructure pourrait servir de déclencheur du tourisme mémoriel avec comme fruit des devises et une visibilité certaine pour le pays. Les chantiers de la mémoire ont occupé l'administration du MINAC en 2012. Il y a eu la restauration du site du vieux port des esclaves en Bimbia et la perspective de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, la signature du mémorandum d'entente avec EDC et l'inventaire du patrimoine national. Une préoccupation au centre de cette activité, combler les trous de mémoire pour améliorer l'attractivité du label Cameroun. Amatou Toumouna a remarqué plusieurs cailloux dans sa chaussure, l'instabilité dans le secteur des droits d'auteur, bataille fratricide dans le secteur de la musique, mélange de genres dans les autres sociétés de gestion collective. Les concertations ont permis de mettre les points sur les i avec les créateurs et assimilés et avec les grands usagers. Les archives nationales, ce grand corps malade, a eu droit à des soins intensifs. Quant au livre, un conclave a permis d'amener les acteurs de la filière à accorder leur violon pour préparer le Salon national du livre en 2013. C'était Dimanche Midi du 6 janvier 2013, toute première édition de l'année. Merci d'être resté des nôtres. Merci de choisir la CR TV. Dimanche Midi vous a été présenté par François-Marc Medjan. Agnès Sylviane Ndjama et Timothée Motoman forment l'équipe technico-artistique de ce magazine.